2 enseignes du groupe. Invité du Soir 3, Dominique de Villepin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez entendu Nicolas Sarkozy appeler à l'unité, à la cohésion. Vous vous sentez visé, vous qui l'avez beaucoup critiqué ces dernières semaines? Beaucoup critiqué, vous devriez dire, ces derniers mois, avec le souci justement de le voir avancer vers davantage d'unité. Donc je suis heureux de l'entendre appeler au rassemblement, mais ce que nous attendons, ce sont surtout des gestes de rassemblement en direction de tous les Français et donc davantage de justice sociale. Pour l'instant, pour vous, il ne parle pas à tous les Français? Je crois qu'il y a eu des occasions manquées dans ce quinquennat, au lendemain de l'élection, avec le paquet fiscal, qui n'a pas été compris. Deuxième occasion manquée avec le bouclier fiscal, un bouclier fiscal ramené à 39% des revenus, qui n'est pas apparu non plus comme un geste de compréhension vis-à-vis de la crise. C'est une erreur pour vous? Je pense que c'est une erreur par rapport à la perception que les Français ont de la crise et par rapport à la nécessité, justement, de donner des signaux forts en direction de la justice sociale. Et la troisième occasion récente, c'est le décret sur les rémunérations, qui est sans doute en deçà de ce qui aurait été souhaitable. Donc je pense Mais le gouvernement dit qu'il a agi vite, que c'était plus rapide que la loi. Une fois de plus, Carole Gessler, je ne mets pas en cause la bonne volonté du gouvernement. Mais son efficacité? Ce que je critique, c'est la mesure de la crise. Nous sommes dans une crise d'une exceptionnelle gravité. Le gouvernement à reculons a reconnu peu à peu l'importance de cette crise dont nous commençons à mesurer l'ampleur et qui va être longue et profonde. Quand on a conscience d'un tel tsunami qui va frapper les Français, qui va frapper les plus pauvres, mais aussi tous les autres, eh bien, on fait en sorte de ressouder la nation autour de symboles forts. Alors, Ces symboles, malheureusement, n'ont pas été au rendez-vous. Par exemple, faire en sorte d'accepter qu'il y ait une tranche supplémentaire de l'impôt sur le revenu, passer de 40 à 45%. Par exemple, revenir au bouclier fiscal à 60%, autant de concessions, oui, fait par les plus aisés, dont je fais partie, mais qui aurait marqué cette volonté de solidarité avec ceux qui souffrent. Vous savez, l'histoire nous a enseigné en France que quand on ne fait pas les concessions nécessaires en temps voulu, on est amené à supporter des conséquences beaucoup plus graves. Je trouve cela imprévoyant. Et je trouve cela, par ailleurs, injuste. Alors, est-ce que vous appréciez plus le positionnement de Nicolas Sarkozy à la veille du G20, qui se dit prêt à claquer la porte si, on va dire, le sommet n'est pas à la hauteur des ambitions affichées? Vous appréciez cette singularité française? Non, parce que je ne crois pas que ce soit une singularité. C'est méconnaître d'abord la nature du G20. Avant le G20 de Londres, il y a eu le G20 de Washington, où nous avons joué un rôle important. Les réunions du G20 se situent dans le cadre d'un processus de prise de conscience par l'ensemble des pays de la planète, représentés par ces 20 pays, qui doivent travailler de mieux en mieux et peu à peu gagner la confiance les uns des autres. Donc il ne faut pas quitter la table, même si on n'avance pas comme on le voudrait? Mais je rappelle, le général de Gaulle, en d'autres temps, a quitté la table de la communauté européenne. Il l'a fait dans un cadre qui était celui de la famille européenne et avec le souci de permettre un électrochoc. Là, nous sommes devant un travail collectif et progressif. Mais surtout, Nicolas Sarkozy serait très inconséquent. Qui, il y a quelques jours, a dit, pour justifier le retour de la France dans le commandement intégré, que les absents avaient toujours tort. Si les absents ont toujours tort et qu'il faut donc rejoindre le commandement intégré de l'OTAN, pourquoi faudrait-il quitter le G20? Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps de travail, de mobilisation, que la France soit exigeante, mais que la France ne se sépare pas de son partenaire allemand avec lequel, je crois, elle a plutôt bien préparé jusqu'ici ce G20. Soyons donc conséquents, collectifs, mobilisé, déterminé. Alors c'est presque un discours d'opposition, ça. On va en parler, vous restez avec nous. C'est un discours de quelqu'un qui défend le bien public et l'intérêt général, parce que je crois qu'au bout du chemin, c'est l'intérêt de la France comme du président de la République. Alors, vous restez avec nous, le temps de découvrir dans ce reportage, eh bien, votre garde rapprochée, entre guillemets, un petit carré de fidèles, des députés qui veulent, comme vous, faire entendre leurs différences au sein de la majorité. Bénédicte Doré, Loïc Wex. Une réunion de vieux compères dans une ambiance détendue. Le chef arrive. Comme toutes les semaines, Dominique de Villepin réunit son carré de fidèles, officiellement 5 ou 6 députés, mais d'autres seraient plus discrets. Alors toi, Georges, tu arrives du Mexique? Oui. Tu vas nous raconter comment ça s'est passé? Le Mexique, un récent voyage présidentiel dont Georges Tron faisait partie. Au Parlement, ces fidèles sont les yeux et les oreilles de l'ancien Premier ministre. Dans une majorité qu'ils estiment au garde à vous, les vilpinistes revendiquent leur liberté.
Aujourd'hui, être villepiniste, c'est croire à ses idées et les remettre sur le tapis quand on a tendance à les oublier. Notre seul péché, mais sans doute aussi notre force, c'est de dire un peu plus fort ce que beaucoup pensent tout bas. On a aujourd'hui une UMP, pour dire les choses clairement, qui est assez réductrice, uniformisatrice, et moi ça me convient pas. Muselés pendant l'état de grâce du président, les villepinistes profitent de son impopularité pour sortir du bois. François Goulard est un ancien ministre du gouvernement Villepin. Toujours prêt à dégainer sur les sujets qui fâchent, et ceci ne manque pas. Le bouclier fiscal, la réforme constitutionnelle et ce jour-là l'OTAN. Un seul lieu pour cela, l'Assemblée, la salle des 4 colonnes où se pressent les journalistes. C'est vrai qu'on a le sentiment de se faire forcer la main, parce qu'un député de la majorité ne peut pas voter contre. Toute la matinée, il se mettra à la disposition des journalistes, l'occasion pour lui d'exister. S'il n'y avait pas les 4 colonnes, il nous manquerait quelque chose pour pouvoir exprimer une voix différente au sein de la majorité. Les députés villepinistes jouent donc le rôle de poil à gratter, mais sûrement pas celui de l'opposition. Notre poids est très relatif. Nous sommes quelques-uns aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que parmi ceux qui votent et qui ne disent rien, il y en a un certain nombre qui pensent comme nous. Mais peut-être qu'un jour, ils nous rejoindront et ils diront eux aussi leur point de vue, qui n'est pas forcément le point de vue officiel. De là à créer un groupe, il faudrait débaucher pour être plus nombreux. Les lacets du sarkozysme pourraient bien s'y retrouver. Alors pour l'instant, Dominique de Villepin, 5 fidèles, vous-même vous n'êtes pas député. Est-ce suffisant pour faire entendre sa voix et marquer sa différence au sein de la majorité? C'est largement suffisant quand on aime la France, quand on veut servir les Français et quand on a la conviction qu'en politique aujourd'hui, plus que jamais, il ne faut pas avoir peur. Peur de dire ce que l'on pense, peur de défendre l'intérêt général, peur de ne pas avoir l'esprit de parti. Je n'ai pas l'esprit de parti et je n'entends pas me laisser enfermer dans de quelconques carcans, dans de quelconques mots d'ordre. Et certainement pas dans l'esprit de couple. Alors, vous parliez de peur, justement. On dit qu'il y a d'autres députés qui aimeraient bien vous rejoindre, mais qui ont peur. C'est dangereux d'être villepiniste aujourd'hui? J'ai dîné avec une vingtaine de députés il y a quelques semaines. Nous nous voyons. Mais ouvertement, ils ne sont pas villepinistes. Vous savez, laissons faire les choses. Nous connaissons tous la nature humaine et nous connaissons tous surtout le temps qu'il faut donner. Ce n'est pas facile, vous savez, de dire à un président de la République et à un gouvernement « attention, attention ». Vous sous-estimez un certain nombre de forces profondes dans le pays. Vous méconnaissez une réalité française. Ce message-là, il faut bien que quelqu'un le porte au sein de la majorité. Eh bien, c'est le rôle qui est le nôtre. Alors, est-ce que c'est une stature de présidentiable pour 2012? Nous ne nous posons... Vous, pas nous. Je ne me pose pas et nous ne nous posons pas la question. Vous savez, en politique, c'est comme dans la vie. Il y a des instants où il faut savoir faire son devoir, tout son devoir, quelles qu'en soient les conséquences. Eh bien, c'est de devoir qu'il s'agit. 2012, vous y pensez quand même? Je ne me suis jamais situé dans des perspectives politiciennes, mais j'ai la conviction que la politique, oui, c'est aussi servir un destin qui vous dépasse, celui d'une nation. Merci, Dominique de Villepin, d'avoir été notre invité. L'affaire est embarrassante.